Nous sommes en guerre. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a battle between good and evil. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Parce que c'est notre projet! Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Dans une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. C'est la fin des temps. Les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. This is a global struggle. It's just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. C'était une façon aussi de honnêtement prendre les gens pour des cons. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Ils vont paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mais je peux pas vous dire plus. Chers internautes, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'Armageddon, aujourd'hui en compagnie de Youssef Indy. Youssef, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui c'est l'Iran, le titre l'Iran dans la tourmente, c'est plus qu'un peu dans la tourmente, on va en parler dans quelques instants. Pour te présenter éventuellement pour les quelques internautes qui ne te connaîtraient pas encore et qui suivent cette chaîne, réseau international, eh bien je propose de montrer tout simplement deux ouvrages. Celui-là, c'est Israël et la guerre mondiale des religions, coécrit avec Pierre-Antoine Plaquevent et préfacé par Édouard Husson aux éditions Culture et Racine, pardon. Voilà, et le second, c'est coécrit avec Ilan Pappé ou préfacé c'est Ilan Pappé et préfacé par Youssef Indy, pardon. Voilà, le lobbyiste des deux côtés de l'Atlantique, et celui-ci est sorti chez Ethos en 2005, si je ne me trompe pas. Voilà, non, 2025, l'année dernière. 2025, pardon. Voilà, et il est sorti 2025. en version originale en anglais en 2024. Voilà, et Ilan Pappé est anglophone, c'est un historien israélien, bien sûr hébraïsant, et anglophone. Il a écrit ce livre-là en anglais, puis il a été traduit par les éditions Ethos, et voilà, donc ils m'ont proposé d'en faire la préface. Ilan Pappé était ravi, alors je l'ai fait. Voilà. Il fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux historiens. C'est ça, les nouveaux historiens. Les nouveaux historiens qui, à la fin des années 80, ont eu accès aux archives israéliennes de l'État israélien, c'est-à-dire les archives de l'armée israélienne, les archives de la Haganah, c'est-à-dire l'organisation paramilitaire qui va ensuite se transformer, fusionner avec les autres organisations paramilitaires terroristes, comme l'Irgun, etc., et qui vont fusionner, qui vont donner l'armée israélienne en 1948. Donc ils ont eu accès, ces nouveaux historiens, à ces archives, et sur la base de ces archives, ils ont écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment le célèbre ouvrage d'Ilan Pappé, qui a pour titre « Le nettoyage ethnique en Palestine », voilà, basé essentiellement sur des archives israéliennes. Merci beaucoup pour ce rappel. Et donc, sans transition, moi, ce que je propose, c'est pour se mettre dans le bain, c'est qu'on regarde un petit zapping que j'ai préparé avec soin pour cette émission, donc avec quelques extraits de médias mainstream qui datent d'il y a un mois et il y a quelques jours, bien sûr sur l'Iran. 8e journée de manifestation contre le coût de la vie dans les rues de Téhéran. Une nouvelle fois, la police utilise du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plusieurs villes sont touchées par ce mouvement de colère, comme ici à Machhad, dans le nord du pays. Parti d'une grève des commerçants le 28 décembre, le mouvement de contestation prend de l'ampleur. Frappé par des sanctions américaines et internationales, l'Iran est aux prises avec une inflation qui a atteint 52% le mois dernier. En réponse,
Le gouvernement a annoncé ce dimanche qu'il accorderait une allocation mensuelle d'une valeur de 6 € par personne pour les mois à venir. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées depuis le début du mouvement de protestation. S'adressant ce dimanche aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a une nouvelle fois brandi la menace d'une intervention militaire américaine dans le pays. Écoutez, nous suivons la situation de très près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils vont être très durement frappés par les États-Unis. En Israël, Benjamin Netanyahou s'est exprimé pour la première fois sur le mouvement révolutionnaire en Iran. Le Premier ministre israélien affirme s'identifier au combat des manifestants. Le gouvernement d'Israël, l'État d'Israël et ma politique s'identifient à la lutte du peuple iranien et à ses aspirations à la liberté et à la justice. Il est fort possible que nous soyons présents au moment où le peuple iranien prend son destin en main. Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'Iran alors que le bilan du massacre du régime pourrait atteindre des dizaines de milliers de morts selon la rapporteuse spéciale de l'ONU pour l'Iran, Mei Sato. Et cela rien qu'en 2 jours, les 8 et 9 février derniers. C'est 10 fois plus que le chiffre affiché par Téhéran qui évoque 3117 morts. Le décompte des victimes est très difficile, notamment parce qu'Internet est coupé depuis le 12 janvier en Iran. Trump avait laissé entendre qu'une intervention militaire était imminente. Elle n'a pas eu lieu pour le moment, mais le président américain s'est félicité aujourd'hui de l'arrivée du porte-avions Abraham Lincoln et de son escorte près de l'Iran. Nous avons une grande armada, a-t-il dit, plus grande qu'au Venezuela. C'est ce qu'il a déclaré au site Axios. Téhéran a réagi et mis en garde Washington contre une intervention. À l'instant, l'Iran considère aussi que les pays voisins comme hostiles si leur territoire est utilisé pour des frappes. C'est ce que disent les gardiens de la révolution. Voilà pour ce petit zapping. Donc on pourrait rajouter d'ailleurs que après avoir brandi la menace que s'il y avait des morts pendant les manifestations, il interviendrait. Maintenant, c'est par rapport à l'arme nucléaire, le programme nucléaire. Donc il a déclaré récemment, Donald Trump, que il fallait que l'Iran signe un traité sur le nucléaire. Ce qui est assez cocasse quand on sait que c'est lui qui a déchiré le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, qui avait été signé dans les années 2010. Pardon. Voilà pour cette courte introduction. Donc voilà, il y a une fourchette assez grande entre 3000 et 30 000 morts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des morts et que c'est tout à fait dramatique ce qui se passe en Iran. Quelle est ta première analyse? Comment tu veux peut-être introduire cette émission? Alors, on va récapituler. Fin du mois de décembre, il y a eu des manifestations, notamment de commerçants du bazar de Téhéran. À cause de l'inflation et de la crise économique permanente en fait qui touche l'Iran, qui est un pays sous sanctions économiques depuis 45 ans. Donc des manifestations en Iran, il y en a régulièrement. Il y a eu une deuxième phase dans le mouvement de manifestation, c'est l'introduction de groupes violents en Iran et venus du Kurdistan irakien, donc des groupes armés. Et on a vu effectivement des images, des vidéos de manifestants, entre guillemets, armés, notamment de fusils à pompe, et qui tiraient. Ce que ne disent pas les médias occidentaux, c'est qu'il y a eu un certain nombre de policiers iraniens qui ont été tués, brûlés vifs, décapités, et ainsi de suite. Donc en fait, on a mis en place tous les éléments pour déclencher une guerre civile, ce qui s'est passé d'ailleurs en Syrie à partir de 2011. C'est ce que j'allais dire, Youssef, c'est un peu ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est dans différentes villes, c'est ce qui s'est passé aussi en Égypte, me semble-t-il, place Tahrir, c'est ce qui s'est passé aussi place Maïdan en Ukraine, c'est-à-dire que des tireurs embusqués tirent à la fois sur les manifestants et sur les forces de l'ordre, semble-t-il. Oui, alors en Iran, je ne sais pas exactement si ça a été le même procédé. Je ne sais pas si c'est des tireurs tiers qui ont tiré sur des manifestants pour faire porter le chapeau à la police iranienne. Mais de toute façon, à partir du moment où vous avez des groupes armés qui tirent sur la police, quel que soit le pays, la police riposte. Hein. Je veux dire, Oui. là aux États-Unis, il y a eu 2 personnes qui ont été tuées par le ICE. Alors
des agents fédéraux, même si c'est pas le FBI, c'est autre chose. Une dame dans sa voiture qui s'est pris une balle dans la tête, elle n'était absolument pas armée. Un autre, un infirmier aussi qui s'est fait tuer. Bon, les Américains sont assez mal placés pour donner des leçons de respect de leurs citoyens. Alors imaginez si demain aux États-Unis, des groupes armés commençaient à tirer sur la police. L'administration américaine enverrait l'armée. Alors, D'ailleurs, ils ont envoyé l'armée l'année dernière dans certaines zones. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, il y a des groupes armés. On a vu les images. D'ailleurs, je crois que les autorités iraniennes ont invité des ambassadeurs français, britanniques et autres pour visionner ces images. Donc, on voit une vidéo avec les ambassadeurs français, britanniques et d'autres pays en train de visionner justement ces vidéos où on voit des groupes armés tirer durant ces manifestations. Voilà. Alors, tu as mentionné les premiers manifestants qui venaient du bazar historique de Téhéran, qui est un milieu plutôt conservateur, qui n'est pas forcément très habitué à manifester, c'est pas le plus contestataire, on va dire. Mais effectivement, donc, il y a une crise économique, on pourrait ajouter une crise monétaire, une sécheresse aussi qui est très sévère, qui frappe l'Iran depuis 6 ans. Et donc, ces manifestants n'étaient pas armés au départ. Non, c'était des manifestations pacifiques de gens du bazar. Donc, c'est le poumon économique de Téhéran, si ce n'est de l'Iran, et qui ont manifesté comme on peut manifester en France ou ailleurs pour des raisons économiques, la hausse des prix de l'alimentation, et là, en l'occurrence, l'inflation. Il y aurait eu une manipulation de la monnaie par des forces extérieures, de la monnaie iranienne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu avant le printemps arabe. Le printemps arabe a été précédé par des mouvements de spéculation sur les denrées alimentaires. Pas seulement en 2010, mais déjà quelques années auparavant, 2007, 2008, explosion. Les fameuses émeutes de la faim, effectivement, Oui, qui avaient eu lieu effectivement 4 ans déjà avant le printemps arabe voilà. dans différents pays. Voilà, et je me souviens d'ailleurs, ça avait commencé en 2007. Il y avait eu une explosion du prix de la farine, et j'étais au Maroc à ce moment-là. Il y avait des manifestations en Égypte et au Maroc, et puis ensuite, rebelote en 2010-2011. Alors, je vais te demander de commenter cet article, si tu le veux bien. Un article Pardon, je te coupe. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Heureusement, je vais faire un petit montage. Voilà. C'est un article de Sud-Ouest. Iran, l'heure est venue. Le Mossad israélien encourage sur le terrain les manifestants. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que le Mossad ne se cache même pas. Le Mossad israélien a invité ce mercredi les protestataires iraniens à intensifier leur mobilisation sociale, affirmant être présents avec eux sur le terrain. C'est un aveu, c'est plus qu'un aveu, quoi. Oui, c'est assez rare quand même à ce niveau-là, quoi. Oui, alors, et ça rejoint d'ailleurs une déclaration de l'ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui a été aussi secrétaire d'État sous l'administration Trump 1, et qui a déclaré qu'il souhaitait une bonne année aux manifestants iraniens et aux agents du Mossad qui les accompagnent. Donc oui, il ne s'en cache plus. Maintenant, quel est pourquoi le dire ouvertement? Pourquoi les Israéliens, pourquoi le Mossad dit ouvertement qu'ils accompagnent le mouvement? C'est aussi une façon de mettre en exergue la faiblesse de l'Iran. C'est ça qu'ils veulent démontrer. De montrer que l'Iran est une passoire, que le Mossad il fait à peu près ce qu'il veut. Et c'est aussi une façon de tourner une partie de la population iranienne qui, elle, est favorable à l'État iranien, favorable au régime, comme on dit, favorable au guide suprême. C'est une façon de leur envoyer un message et de leur dire « Votre État n'est pas capable de vous protéger de nous ». Je pense qu'il y a de ça. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de leur part de le déclarer ouvertement.
L'autre hypothèse, ça pourrait être ce qu'on appelle l'hubris, parce qu'ils ont réussi, entre guillemets, ils ont à peu près réussi ce qu'ils souhaitaient faire, au Liban, à Gaza. En tout cas, on ne les empêche pas de faire ce qu'ils souhaitent faire militairement. Il y a ça effectivement, mais c'est contre-productif parce que le fait de dire que le Mossad déclenche les manifestations, qu'il les accompagne, c'est aussi un argument, là c'est à double tranchant, c'est un argument que peut utiliser l'État iranien en disant vous voyez bien qu'en réalité il n'y a pas de véritable révolution, tout cela est manipulé de l'extérieur par le Mossad, par la CIA. Donc Même sans parler de l'État iranien, c'est-à-dire qu'un Iranien, moi je me mets à la place d'un Iranien qui voudrait manifester. Si je vois que le Mossad est dans la place, ça me donne pas très envie de manifester, quoi, en fait. Oui, d'autant plus que alors ce qu'ils sous-estiment, ils ont sous-estimé cela l'année dernière, durant l'attaque qu'ils ont menée, parce que quand ils ont mené une attaque, quand ils ont commencé à attaquer l'Iran, les Israéliens, Netanyahou, au premier chef, a lancé un message aux Iraniens en leur disant de se soulever contre ce régime, de le faire tomber, etc. Donc il est très clair que les Israéliens sont impliqués dans ces manifestations. Et par contre, bon, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais répondre. Bref. Passons. Alors, on va reprendre peut-être sur une vieille antienne qui est ressortie là, récemment par Donald Trump, c'est-à-dire l'Iran qui souhaite se doter de l'arme nucléaire, comme si l'Iran était à deux doigts depuis 30 ans, hein, l'Iran est à un cheveu de se doter de l'arme nucléaire. Donc, petit zapping. L'Iran et la bombe. On se retrouve juste après. Enfin, il y a un autre dossier dont nous parlerons demain au Conseil de sécurité, qui est celui de la volonté de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, du non-respect de toutes les inspections internationales depuis 2005, et des risques que cela fait courir pour la stabilité du monde. Et l'Iran aurait testé des bombes atomiques, pense-t-on. C'est ce qu'on pense lire dans le rapport, et le rapport lui-même est un peu au conditionnel, mais jamais n'est allé aussi loin qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont atteint la seconde étape. Au printemps prochain, au plus tard à l'été, ils passeront à l'étape finale de l'enrichissement d'uranium. À partir de là, ce n'est qu'une question de mois, voire de semaines avant qu'ils atteignent un niveau suffisant d'enrichissement pour fabriquer une bombe nucléaire. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, coup d'éclat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce jeudi. Il montre ce bâtiment et accuse l'Iran d'y cacher du matériel pour construire des armes nucléaires. Iran's nuclear progress since we left the JCPOA has been remarkable. It would have taken Iran about 12 months to produce one bomb's worth of fissile material. Now it would take about 12 days. Vous l'avez entendu. Oui. Selon les spécialistes, il ne faudrait donc maintenant plus que 12 jours à l'Iran pour que le pays atteigne ses 90%. Et Téhéran joue avec le feu, puisque de responsables l'affirment aujourd'hui, le pays dispose d'une quantité suffisante d'uranium jusqu'à 3 fois pour créer une bombe nucléaire, et certains vont jusqu'à avancer que la création d'une bombe dite rudimentaire pourrait leur prendre 6 mois, la production d'un ogive capable d'être monté sur un missile jusqu'à 2 ans. Mais c'est une répétition de ce qu'un certain nombre d'observateurs et de stratèges prévoient depuis longtemps, à savoir la même chose, mais avec des têtes nucléaires et dans très peu de temps, puisque nous savons, les gens de l'Agence de l'énergie atomique, de l'AEIA, les observateurs savent tous que l'Iran est au seuil du nucléaire. L'Iran est à minuit moins 5 de se doter d'armes atomiques. À minuit moins 5 de se doter de l'arme atomique. Donc je le disais tout à l'heure, c'est donc un vieux refrain qu'on entend depuis longtemps. C'était Benjamin Netanyahou, je crois, qui avait commencé à lancer le sujet il y a plus de 30 ans. Non, ça ne rajeunit pas.
Même plus, parce que ça fait depuis le début des années 90 que les Israéliens, et là je parle pas de Netanyahou, parce que même si Netanyahou était actif à l'époque, il a accédé au poste de Premier ministre pour la première fois en 1996. Mais les Israéliens ont commencé, les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien aux États-Unis ont commencé à pousser les États-Unis à pointer du doigt ce programme nucléaire et ce danger de la bombe atomique dès 1993. Dès 1993, début des années 90, à l'époque, c'était Yitzhak Rabin au pouvoir, Premier ministre à l'époque. Donc c'est quand même une constante chez les dirigeants israéliens. Et donc en fait, ça fait plus de 30 ans, effectivement, que l'Iran est à 3 semaines d'obtenir une bombe atomique. Mais l'effet pervers de ce discours et des menaces vis-à-vis de l'Iran par rapport à la bombe atomique, je rappelle aussi au passage que ça fait depuis les années 90 que les dirigeants israéliens, le lobby pro-israélien, demandent aux Américains de bombarder les sites nucléaires iraniens, ce qui a été fait l'année dernière par Donald Trump. Donc ce n'est pas une décision de Donald Trump, c'est la volonté du lobby pro-israélien, des dirigeants israéliens depuis le début des années 90. L'accentuation des sanctions économiques contre l'Iran, c'est aussi le fait du lobby pro-israélien. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est parfaitement documenté. Je renvoie au livre de Stephen Walt et John Mearsheimer sur le sujet, qui n'a jamais été démenti, puisque ça vient de sources israéliennes et de sources américaines. Voilà, et de la presse, d'ailleurs, judéo-américaine, comme Forward. Donc oui, ça fait depuis plusieurs décennies Alors, ce qui est vrai, c'est que l'Iran est une puissance du seuil. C'est-à-dire qu'elle a un niveau de développement du nucléaire civil qui lui permettrait, si se sent véritablement en danger, d'accélérer le mouvement. Mais en fait, ce sont les menaces extérieures contre l'Iran qui pourraient pousser l'Iran finalement à obtenir la bombe atomique. Parce que pourquoi obtenir la bombe atomique s'il n'y a pas de danger? D'ailleurs, il y a une fatwa du guide suprême actuel, donc Ali Khamenei, interdisant la fabrication de bombes atomiques. Et en fait, toute cette pression israélienne, américaine vis-à-vis de l'Iran sur la question de la bombe atomique, menaçant l'Iran, pourrait pousser l'Iran à obtenir la bombe atomique. Oui, c'est vrai, c'est l'effet. Le modèle nord-coréen est un exemple qui est éloquent, puisque personne ne s'en prend à la Corée du Nord. Ce serait effectivement un effet pervers, et ça pourrait être logique, parce que c'est vrai qu'on dit souvent à tort ou à raison, que posséder l'arme nucléaire, ça sanctuarise le territoire. Bon, l'exemple russe avec l'Ukraine montre que c'est peut-être de moins en moins le cas, qu'aujourd'hui on peut être une puissance nucléaire et être frappé sur son sol par un voisin. Tout dépend aussi de la doctrine nucléaire. C'est-à-dire que Bien sûr. La doctrine nucléaire russe, qui est assez similaire à celle de la France, j'en vois aux analyses de Xavier Moreau sur le sujet, c'est une doctrine nucléaire défensive, c'est-à-dire qu'ils n'utiliseront l'arme atomique que si l'existence de l'État russe est en danger. Mais il se pourrait très bien que les Russes fassent évoluer leur doctrine. Plus vous attaquez un pays, plus vous le mettez en danger, et plus vous le poussez à changer de doctrine. C'est vrai pour les Russes, et c'est vrai aussi pour les Iraniens. Alors, on va revenir à ce sujet du nucléaire iranien. Il y a quand même un paradoxe, c'est que Israël est un pays qui n'est pas signataire de la IAEA et qui possède 200 à 300 têtes selon les évaluations, avec je crois que c'est le programme de la centrale de Dimona, dit à la centrale de Dimona, Oui. avec un scientifique qui a parlé et qui a fait peut-être 30 ans de prison, un scientifique israélien qui a participé à ce programme. Je crois que je ne sais même pas si c'est un scientifique ou si c'est un ancien agent du Mossad. Mais il s'appelle Vanunu. Ouais.
Il a été interviewé, je crois, par... Mordechai Vanunu, voilà. Voilà, Mordechai Vanunu. Mordechai. Et il a été interviewé par, comment ça peut-être, Arrêt sur Info, Sylvia Cattori. Elle a fait une superbe interview assez longue de ce monsieur, qui n'a pas eu une vie facile après sa dénonciation. Après, c'était un lanceur d'alerte, quoi, mais c'était assez courageux de sa part. Ouais. Et donc, on sait que maintenant qu'Israël a un programme nucléaire conséquent, alors qu'il n'est pas signataire de l'AIEA. Et il se permet, lui qui possède l'arme nucléaire, de dire à d'autres qu'il n'a pas l'arme nucléaire. Donc, c'est quand même un peu du deux poids, deux mesures. Oui, Israël est en violation des traités de non-prolifération. Je crois qu'Israël n'a pas signé, de toute façon. Ils dissimulent des armes nucléaires parce qu'officiellement, ils n'en ont pas, alors que tout le monde sait qu'ils en ont. Et ce sont les dirigeants israéliens qui alertent le monde contre l'Iran qui n'a pas de bombe atomique. Je veux dire, bon, à partir de là, je vais dire, on n'est plus, de toute façon, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans le droit international. On est dans la loi du plus fort. Maintenant, c'est aux Iraniens de prendre leurs responsabilités et leurs décisions. C'est-à-dire que, bon, il faut récapituler quand même. Le programme nucléaire iranien date de l'époque du Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran, c'est pas officiel, mais commençait à envisager de produire des armes nucléaires parce que il avait pointé du doigt un déséquilibre par rapport à Israël, qui avait déjà des bombes atomiques. Il a dit, pourquoi est-ce que des petits pays, enfin il parlait d'Israël, petits pays insignifiants, auraient le droit d'avoir la bombe atomique, et l'Iran, qui est une grande nation millénaire, n'aurait pas le droit d'obtenir une bombe atomique. Donc, il voyait déjà poindre le danger qui allait peser sur l'Iran, même si il avait de très bonnes relations avec les Israéliens et avec les Américains. Mais de toute façon, les Israéliens et les Américains, quel que soit le régime en Iran, ne pouvaient pas tolérer une puissance dominante régionale. Regardez ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Ils étaient alliés de Saddam Hussein, ils avaient de très bonnes relations avec lui. Ça ne les a pas empêchés d'attaquer l'Irak de Saddam Hussein à 2 reprises et de faire tomber son régime. Donc être allié des Israéliens, des Américains, c'est pas une garantie. Et juste pour revenir au programme nucléaire iranien, alors du coup, oui. Effectivement, et si je ne me trompe pas, les Français ont aidé après à la naissance du programme nucléaire iranien. Oui, parce qu'on était à l'époque du Shah, et donc à cette époque-là, l'Iran avait de très bonnes relations avec les pays occidentaux, d'ailleurs l'Irak aussi, puisque l'Irak avait démarré un programme nucléaire avec l'aide des Français, c'était aux Irak, et qui a été détruit par l'armée israélienne, par la chasse israélienne. Et c'est après la révolution de 79 que le guide suprême de l'époque, l'ayatollah Khomeini, a mis un terme au programme nucléaire. Donc l'ayatollah Khomeini comme l'ayatollah Khamenei, donc les 2 guides suprêmes qui se sont succédés, ont une vision très négative de l'arme nucléaire. Ils ne voient pas cela d'un très bon œil. Et donc le programme nucléaire civil a repris par la suite. Il a continué pour des raisons de souveraineté économique, en fait. Mais la France je crois que la France a gelé, ou en tout cas a spolié l'Iran à coups de milliards sur le programme nucléaire. Je crois qu'il y avait un accord que la France n'a pas respecté suite à la prise de pouvoir en Iran de l'ayatollah. Et ce qui a conduit d'ailleurs après à des attentats, enfin, d'après certaines théories, au Liban. Oui, et puis en France. Oui, et donc c'est un sujet qui est complexe et qui est effectivement qui est intéressant d'analyser, de rappeler. Par la suite, si on fait un saut dans le temps assez important, on pourrait parler de l'accord du JCPOA, si on accepte mon accent anglais, l'accord sur le nucléaire 5+1, comme on le dit en français, signé par Obama. Et puis, alors en France, c'était Laurent Fabius, je crois, qui a participé à son élaboration en tant que ministre des Affaires étrangères. Oui, c'était sous Hollande, oui. Voilà, mais pour la France. qu'il a quand même essayé de saboter, hein, Fabius.
Tout à fait, on l'appelait, je crois, le petit télégraphe de Tel Aviv Oui, oui, à oui. l'époque. Petit Et donc cet télégraphiste de accord Tel Aviv. Carinca est né, mais a été torpillé par Donald Trump dès son premier mandat. Oui, parce que c'était une promesse qu'il avait faite au lobby pro-israélien AIPAC durant la campagne présidentielle de 2016. Donc, il avait fait un discours à l'AIPAC en juin 2016, qui était rédigé d'ailleurs par son beau-fils, Jared Kushner, et dans lequel il promettait à l'AIPAC de mettre un terme, de sortir de l'accord sur le nucléaire. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait en 2018. Et quand il est revenu, donc l'année dernière, à la Maison-Blanche, il a repris les négociations avec l'Iran pour aboutir à un accord sur le nucléaire dont il était sorti. On voit que tout ça est totalement incohérent, parce qu'il y a des forces en présence et autour de Donald Trump, des forces qui sont contradictoires. Donc ça, chacun tire de son côté. Puisque de toute façon, Trump a renoncé, une bonne partie de l'establishment américain a renoncé aux nation buildings, c'est-à-dire au changement de régime, parce que c'est trop coûteux. Il est hors de question pour eux d'envoyer des hommes sur le terrain en Iran pour changer de régime. Ce serait catastrophique pour les États-Unis et ça mettra un terme, c'en serait fini et du mandat de Trump et du Trumpisme, et ça saboterait même la future campagne de son poulain, de son vice-président J.D. Vance. Mais Et donc, on peut imaginer oui. un autre scénario que des troupes au sol. Alors, c'est le scénario actuel. Le scénario actuel, c'est quoi? C'est on n'a pas les moyens d'envoyer des hommes au sol, on va essayer de provoquer une révolution colorée et accompagnée de groupes armés, comme en Syrie. Et l'idée, je pense, d'ailleurs c'était clairement dit, quand il a dit « si les Iraniens continuent à tuer des manifestants, je frapperai l'Iran », en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est si le régime vacille grâce à la révolution colorée groupe armé qu'on fait entrer en Iran, eh bien, les États-Unis mèneront des frappes ciblées sur les lieux de pouvoir pour accélérer la chute du régime. Je pense que c'était ça qui était prévu. Or, ça n'a pas fonctionné. Les Iraniens ont coupé Internet, ça a mis un terme aux manifestations, puis Elon Musk a rendu gratuit SpaceX pour les organisations subversives en Iran. Les Iraniens ont utilisé une technologie russe permettant d'identifier des utilisateurs de l'Internet d'Elon Musk, SpaceX, et les ont arrêtés. Voilà. Donc, pour l'instant, le projet a été déjoué. Et là, ils ont envoyé un porte-avions près de l'Iran pour, je pense, mettre la pression sur l'Iran tout en menant des négociations secrètes avec l'Iran. D'ailleurs, ça a fuité. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré qu'il était en contact régulier avec Steve Witkoff, notamment par texto. Donc, il doit y avoir des négociations secrètes en ce moment. Et le porte-avions doit être un moyen pour les Américains de mettre la pression aux Iraniens pour qu'ils acceptent les conditions américaines. Sauf que les Iraniens ont publié une vidéo du porte-avions américain, donc en fait des images filmées par un drone iranien, faisant comprendre aux Américains qu'on peut faire couler votre porte-avions. Donc c'est une façon aussi de négocier. Voilà. Alors là, on parle de l'Iran et on parle des États-Unis, mais derrière, il y a un pays qui dit jouer une carte existentielle face à l'Iran, puisque ça fait longtemps qu'il répète, je parle d'Israël, de Netanyahou et du lobby sioniste, il répète que l'Iran veut rayer Israël de la carte. Et je vous propose de regarder un petit zapping que j'ai préparé pour montrer que là aussi, c'est encore un vieux refrain.
L'Iran a déjà à plusieurs reprises menacé de rayer Israël de la carte en fournissant du matériel radioactif ou nucléaire au Hezbollah. La question reste de savoir s'ils ont les moyens et le matériel nucléaire pour véritablement pouvoir rayer Israël de la carte et comment feront-ils pour faire la différence entre citoyens juifs et arabes. J'ajoute qu'un président d'un grand pays, parce que l'Iran c'est un grand pays, qui dit qu'il faut rayer Israël de la carte, on peut l'accepter. On peut accepter une monstruosité pareille. Pour faire rentrer Clotilde Reiss. Très inquiétant parce que vous rappelez, Guillaume Bigot, que l'Iran, qui aura probablement, en tout cas qui est en capacité d'avoir l'arme nucléaire demain ou à l'avenir, rappelle régulièrement, Pierre Conessa, qu'elle veut la destruction pure et simple de l'État d'Israël, de l'État hébreu, la destruction de la carte, rayée de la carte. C'est le seul pays dans la région qui le souhaite. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passerait si l'ayatollah Khamenei avait pu lancer une bombe nucléaire la nuit dernière. Est-ce le monde dans lequel nous voulons vivre ? Donc vous avez une puissance impériale avec des ambitions encore plus impériales qui s'appelle l'Iran et qui a décidé d'annihiler l'État d'Israël, qui a décidé de... Pardon pour la fin, ce petit zapping. Voilà, donc c'est encore un vieux refrain. C'est assez triste parce que quand on voit l'État qui a été rayé de la carte, malheureusement pour l'instant c'est Gaza, et il a été rayé dans plusieurs sens du terme, c'est-à-dire qu'il a été rasé militairement quand on voit les quartiers détruits. Il est invisibilisé au niveau des cartes. On l'empêche de devenir un État de droit, un État souverain. Donc c'est l'inversion en fait avec Israël. Israël se plaint qu'on veut le rayer de la carte alors que c'est lui qui raye d'autres pays de la carte. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Donc Israël accuse les Iraniens d'être au seuil, d'être en capacité de pouvoir produire depuis 30 ans une bombe atomique dans 3 semaines, alors qu'ils ont plus de 200 ogives nucléaires eux-mêmes, non déclarées. Ils accusent les Iraniens de vouloir les rayer de la carte. Alors, ça n'a jamais été dit. Les Iraniens, en tout cas, on parle d'Ahmadinejad. Ahmadinejad n'a jamais dit on va rayer Israël de la carte. Qu'est-ce qu'il a dit exactement alors ? Israël, ce qu'il a dit, comme dirait Sarkozy, vous voulez que je vous le dise, je vais vous le dire. Il a dit Israël disparaîtra des pages de l'histoire. Ce qui n'est pas la même chose. Rayer de la carte et disparaître des pages de l'histoire, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, quand il parle d'Israël, il parle de l'État d'Israël. Parce que même quand on suit un peu les discours, là, si on parle de Hassan Nasrallah, donc le défunt secrétaire général du Hezbollah, lui-même ne disait pas qu'il fallait rayer Israël de la carte. Ce qu'il disait, il parlait de la disparition de l'État en tant que tel d'Israël, mais sa transformation, lui, il proposait un État multiconfessionnel. Ce que proposait le comité arabe dans les années 30, et même déjà dans les années 30, le Haut Comité arabe, qui était l'équivalent de l'autorité palestinienne à l'époque où la Palestine était sous mandat britannique, et même le grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini à l'époque, proposait de créer un État multiconfessionnel, avec 7 ministres arabes et 3 ministres juifs, et sans revenir sur l'immigration des juifs d'Europe revenir sur le statut des juifs d'Europe qui avaient émigré en Palestine. Donc Israël accuse les autres de vouloir rayer Israël de la carte, alors que ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent, et alors que c'est eux qui ont rayé la Palestine de la carte. Il suffit de prendre la carte, déjà le plan de partage de 1947, qui était déjà défavorable aux Palestiniens. On a donné sur la Palestine, le territoire total de la Palestine, 55% aux Juifs, on disait les Juifs à l'époque, on parlait d'État juif, donc qui va devenir l'État d'Israël, 55% à 300 000 Juifs à peu près, et 45% à 1 million de Palestiniens qui étaient chez eux. Donc on a donné plus aux Juifs qui étaient minoritaires.
En plus, si on intègre d'autres calculs, les terres, les propriétés, etc., normalement, les Juifs à l'époque auraient dû obtenir proportionnellement 10% du territoire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après le vote de 1947, 29 novembre 1947, quelques jours plus tard, l'épuration ethnique commence par les milices sionistes à l'époque. L'épuration ethnique commence, et quand la guerre c'est ce qu'on appelle en arabe la Nakba. La Nakba. En fait, ça va se prolonger tout au long de l'année 1948. Donc, quand l'État d'Israël est proclamé par Ben Gourion le 14 mai 1948, les Israéliens, donc ils s'appellent à partir de mai 48, 14 mai 48, Israël, mais avant c'était le Foyer national juif, l'agence juive dirigée par Ben Gourion, ils avaient déjà expulsé 250 000 Palestiniens de chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, même à Gaza, en fait, 90% des habitants de Gaza ce sont des réfugiés depuis l'époque de la Nakba ou d'autres époques. 75% des Gazaouis sont soit des enfants, soit des Palestiniens expulsés de chez eux, déportés de chez eux, soit des enfants de déportés, soit des petits-fils de déportés palestiniens. Et donc, ils conquièrent en 1948 davantage de territoire, ils conquièrent à peu près 25% du territoire, donc ils ont 23%. Et donc, ils ont 78% à la fin de l'année 1948, un tiers de la population, donc 300 000 juifs, à 78% du territoire. Et puis, ça va se poursuivre en 67, etc., jusqu'à nos jours, avec la Cisjordanie occupée. Donc, Israël a rayé la Palestine de la carte, a grignoté le territoire. D'après la Cour internationale de justice, eh bien, tous ces territoires et ces colons sont illégaux, tous ces territoires occupés, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie, tous ces territoires occupés sont occupés illégalement, et l'installation aujourd'hui de plus de 750 000 colons en Cisjordanie et Jérusalem-Est est illégale. Donc tout ça est parfaitement illégal. Les frontières reconnues par l'ONU, les frontières d'Israël reconnues, sont les frontières du 4 juin 1967. Et donc, tous ces territoires occupés sont des territoires occupés illégalement. Donc, oui, c'est Israël qui a des ogives nucléaires illégales, de façon illégale, et c'est Israël qui a rayé un pays de la carte et même des populations de la carte. Parce que je donne un autre chiffre. À la fin de l'année 1948, quand ils ont terminé leur conquête de cette partie de la Palestine, ils ont expulsé entre 750 000 et 800 000 Palestiniens de chez eux. Voilà. Alors, en détruisant 550 villages et quartiers. On peut dire aussi que symboliquement, ils ont réussi même à rayer le mot Palestine de la carte, puisqu'ils ont séparé le territoire en deux. Il y a Gaza et la Cisjordanie, mais ce n'est pas la Palestine qu'on voit sur une carte, c'est soit le mot Cisjordanie, comme si ça devait un jour être attaché à la Jordanie d'ailleurs, et le mot Gaza. Donc c'est vrai que c'est une invisibilisation à tous les niveaux. Au-delà bien sûr du drame que vivent bien sûr les Palestiniens dans leur chair. Donc on va poursuivre cette émission avec cet extrait que je t'avais pas montré en préparant l'émission, mais tu le connais par cœur, donc pas besoin que tu entendes le son. C'est le général Wesley Clark, général 4 étoiles américain, qui était commandant des forces suprêmes de l'OTAN à la fin des années 90, et qui témoigne de ce qu'un de ses collègues du Pentagone lui confie juste après le 11 septembre 2001, alors qu'il était tout juste à la retraite. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said,
No, he says there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. So go through the countries again? Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran. C'est assez clair, hein, ces pays-là, ça résonne, puisque le Soudan, la Somalie, effectivement, sont dans l'œil du cyclone actuellement, avec la reconnaissance du Somaliland par Israël, hein, tout à fait récemment. Et puis, bien sûr, l'Iran qui a subi la guerre des 12 jours, mais qui, effectivement, on peut craindre que malgré la difficulté, et donc il y a, comme le scénario que tu as décrit, et puis se développe dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Il y a vraiment une volonté qui vient de loin de la part d'Israël et semble-t-il, sous Trump, une soumission à ce plan. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un vieux plan, oui, des Israéliens et des néoconservateurs, donc qui sont leur relais dans l'appareil d'État américain. Ils ne sont plus au pouvoir comme ils l'étaient à l'époque de George W. Bush, mais ils sont toujours présents. Et d'ailleurs, le lobby pro-israélien est extrêmement influent, puisque Trump l'a avoué lui-même. Lorsqu'il était à la Knesset, au Parlement israélien, Myriam Adelson était présente. Myriam Adelson, qui est la veuve de Sheldon Adelson. Donc cette famille, Sheldon Adelson était un des hommes les plus riches des États-Unis, qui dirige un lobby pro-israélien conservateur, donc proche de Netanyahou. Et ils ont donné à Donald Trump, pour chacune de ses campagnes présidentielles, $100 millions. Et Donald Trump a déclaré à la Knesset, devant Myriam Adelson, que son mari débarquait à la Maison-Blanche quand il le voulait. Quand il lui disait, je suis président des États-Unis, tu ne peux pas venir quand tu veux, il venait quand même, il s'imposait. Il disait, j'ai demandé une fois à Myriam quel était le pays qu'elle préférait, est-ce qu'elle préfère les États-Unis ou Israël? Elle a refusé de me répondre. Donc en fait, il dit à la Knesset, et surtout il dit au monde, il me finance, elle a $60 milliards sur son compte bancaire, son allégeance va à Israël et pas aux États-Unis. Il dit ça en rigolant. Je précise au passage que Sheldon Adelson vivait et avait toutes ses affaires aux États-Unis, mais lorsqu'il est mort, il a été enterré en Israël. Donc en fait, c'est une force, une puissance d'influence d'un État étranger sur la Maison-Blanche. Et ce qui est bien le témoignage, je précise, le dit. Le témoignage est brut de décoffrage, hein, d'ailleurs. Il dit, effectivement, ils avaient leurs entrées à la Maison-Blanche, ils pouvaient venir me demander ce qu'ils voulaient, et des fois, je leur offrais même plus que ce qu'ils me demandaient. Et, il parle du Golan, il parle de l'ambassade d'Israël, il parle de tous ces sujets-là. Effectivement, c'est un aveu. Oui, c'est dit. C'est franc. Mais oui, c'est clair. C'est assumé. Au moins, les choses sont claires. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les Américains n'ont plus les moyens d'opérer des changements de régime. On voit même au Venezuela. Au Venezuela, ils ont kidnappé Maduro, mais ils n'ont pas changé le régime. Donc la nouvelle méthode des Américains, c'est pas parce qu'ils sont devenus gentils, mais c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens. Là, on voit bien ce qui s'est passé en Iran. Et puis l'Iran, maintenant, obtient des armes des Russes, obtient des armes des Chinois, obtient des appareils technologiques russes qui leur permettent de déjouer Starlink. J'avais dit SpaceX, pour être plus précis, c'est Starlink. Donc les Américains, eux, ont une nouvelle stratégie pour
pour le monde qui ne permet plus, qui n'intègre plus le changement de régime par des hommes au sol. Alors justement, puisqu'il y a aussi la dimension du pétrole iranien qu'on n'a pas beaucoup analysé, mais tu sais mieux que moi, une partie importante du pétrole iranien est vendue à la Chine et une partie importante du pétrole consommé en Chine provient de l'Iran. C'est un fournisseur important. C'est pas le seul, c'est pas le fournisseur majoritaire, mais je crois que c'est entre 10 et 20% du pétrole consommé en Chine qui provient d'Iran, donc c'est loin d'être négligeable. Et donc la Chine n'a pas du tout intérêt à ce que les raffineries, les dépôts soient bombardés. Elle a plutôt intérêt à ce que les flux continuent. Et à l'inverse, les États-Unis, puisqu'ils voient en la Chine un concurrent, et ils ont plutôt intérêt à déstabiliser les sources d'approvisionnement de la Chine. Bon, ça, c'est un peu un jeu géopolitique, c'est une lecture à premier niveau. Mais la conséquence de ça, c'est que est-ce que les États-Unis ne pourraient-ils pas se satisfaire d'un chaos en Iran plutôt que d'un changement de régime? Ça rejoint ce que tu disais précédemment. Le problème qui se pose, c'est que il y a plusieurs problèmes. D'abord, les Iraniens ont les moyens de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui aurait des conséquences économiques catastrophiques. On nous dit oui, mais maintenant ils ont mis la main sur le pétrole vénézuélien, donc ils se fichent complètement du blocage de détroit d'Ormuz. Bah non, d'ailleurs Rachid Achachi a fait une vidéo sur le sujet. Le pétrole vénézuélien est de très mauvaise qualité et il est surtout utilisé pour faire du goudron. donc pas pour faire fonctionner les industries. Donc une partie importante du pétrole consommé à l'échelle mondiale et occidentale passe par le détroit d'Ormuz. Donc ils ont cette option-là, mais qui est une option extrême en cas de dernier recours. Deuxièmement, il n'est pas dit que la chute de l'État actuel, donc du régime actuel iranien, permette l'arrivée au pouvoir de libéraux comme Pahlavi. Pahlavi, il est méprisé en Iran, personne ne veut de lui. Je veux dire, il n'y a pas de... À part une petite minorité d'Iraniens, peut-être de la diaspora, je veux dire, il n'est pas crédible. C'est quelqu'un qui appelle les Israéliens et les Américains à bombarder son propre pays. Ce qui pourrait se passer, par contre, c'est l'arrivée de nationalistes radicaux au pouvoir en Iran. Parce que les Iraniens, eux, n'ont pas oublié qu'en 1953, la CIA et le MI6 ont opéré un coup d'État contre Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole, etc. Et ils ont mis au pouvoir les Pahlavis. Voilà, ils ont mis au pouvoir les Pahlavis qui étaient soumis aux Américains et aux Israéliens. Et donc les Iraniens, qu'ils soient pro-régime ou pas, la majorité d'entre eux sont nationalistes. Donc c'est une vieille nation, un vieil État, et un changement de régime pourrait amener des gens plus radicaux encore au pouvoir. Alors, je ne suis pas certain que ça fasse les affaires des Américains et des Israéliens. Voilà. Alors moi, je pense que mon intime conviction, c'est que Netanyahou fera tout pour entraîner Trump dans cette guerre. Ça rejoint d'ailleurs l'allégorie du coq par la tignasse des cheveux. Mais bon, on verra bien. On va faire un petit jeu de devinette pour la fin de cette chronique de l'Armageddon. Je vais te citer quelques pays de la région et tu vas me dire s'ils sont pour une intervention de type frappe aérienne américaine pour soutenir une révolution colorée et ceux qui seraient contre. Alors, si on prend par exemple l'AES, quel lapsus. Et si on prend donc MBZ, donc les Émirats Arabes Unis. Ils sont contre. Ils sont contre, pourquoi? En 2 mots. Parce que ça déstabiliserait la région et aussi parce qu'un certain nombre d'hommes d'affaires iraniens travaillent avec les Émirats Arabes Unis. L'Azerbaïdjan. Ils seraient plutôt pour, ils sont anti-iraniens. Le Pakistan. Et contre. Ils sont contre.
L'Arabie Parce Saoudite. qu'ils seraient les prochains sur la liste. Ah oui. Et, les Saoudiens sont contre aussi. La Turquie, La Turquie est contre. avec une En tout cas, ambivalence. en tout cas officiellement. Ok. En tout cas officiellement. Le jeu de la Turquie, Toujours trouble. toujours un peu trouble. Parce qu'il y a un jeu avec l'Azerbaïdjan. Il y a une très large minorité azérie en Iran. Et l'Azerbaïdjan a déjà à une époque tenté d'alimenter des mouvements séparatistes azéris en Iran, sans succès. Et l'Azerbaïdjan est quasiment un État vassal de la Turquie. Alors, on fait un jeu alors que c'est pas du tout drôle, hein. Évidemment, il y a des vies qui sont en jeu, c'est Oui, ne faisons pas confirmé. le quiz organisé Non, avec évidemment. Mais c'est pour l'autre, rendre là. la géopolitique un peu ludique, un peu, parce D'accord. que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et le fait de faire un petit quiz, il nous reste pas beaucoup de temps, ça permet de voir d'analyser des positions qui sont pas forcément classiques. Effectivement, des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont pu avoir des antagonismes avec l'Iran par le passé. Mais effectivement, aujourd'hui, leur position est différente pour différentes raisons. Parce que c'est. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Donc, Oui, Oman. ça nous emmènerait sur une autre Tout à fait. émission. Oman est Oman. contre. Oman est contre. Et Oman, c'est le lieu des négociations secrètes, notamment entre l'Iran et les États-Unis. Voilà. C'est un peu la Suisse, la Suisse du Proche-Orient, d'une certaine façon, sur le plan diplomatique, disons. La Syrie. Quand je dis la Syrie, c'est Al-Jolani, hein, c'est pas le peuple, évidemment. Al-Jolani, lui, les organisations auxquelles il a appartenu, auxquelles il appartient, notamment Al-Nosra, Daesh, et Hayat Tahrir al-Sham, sont des organisations qui ont été combattues par l'Iran. Et je pense que lui, il verrait plutôt d'un bon œil le bombardement de l'Iran, même si en ce moment, il commence à comprendre qu'il sera au menu, lui aussi. Voilà. En tout cas, ses parrains lui demandent depuis longtemps de dénoncer et de combattre le Hezbollah et l'Iran, effectivement. Enfin, en tout cas, de dénoncer et de cesser tout lien. Mais c'est ce qu'il a. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, même avant d'arriver au pouvoir, quand il menait l'offensive, lui et ses commandants lançaient des appels aux Israéliens, des appels à l'aide. Ils demandaient aux Israéliens de venir les aider parce qu'ils chasseront les chiites iraniens de Syrie. Donc, Al-Jolani, je veux dire, il était dans les prisons américaines, c'est un ancien de Daesh, d'Al-Nosra, de Hayat Tahrir al-Sham. C'est un type qui est piloté par les Israéliens, les Américains et les Turcs depuis le début. Donc, alors l'Irak, pardon. L'Irak est contre. L'Irak est contre. Ouais, parce que ça serait une catastrophe pour l'Irak. La Jordanie, je parle pas du Parlement, mais du roi. La Jordanie est contre officiellement, mais de toute façon, la Jordanie risque de disparaître elle aussi. Hein. Je veux dire, il est sur un siège éjectable, hein, le roi de Jordanie. Elle est contre, mais elle est contre, mais par contre, pardon, militairement, elle va se ranger du côté américain et israélien à leur venue. Mais elle n'a pas le choix. Je veux dire, la Jordanie fait juste ce qu'on lui ordonne de faire. C'est une création britannique. Et ils obéissent aux Américains. Il n'y a aucune marge de manœuvre pour les Jordaniens, les pauvres. Ils obéissent. Le Liban? Le Liban est contre. Après, ça dépend qui au Liban. Est-ce que le Liban existe politiquement? Est-ce que le Liban existe sur la scène internationale? Quand on dit le Liban, c'est pas de qui on parle exactement, mais de toute façon, le Liban craint toujours la déstabilisation régionale. Mais après, il y a des gens au Liban qui sont anti-Hezbollah, qui pourraient voir d'un bon œil la chute de l'Iran, parce que ça conduirait à un affaiblissement du Hezbollah. J'ai eu un débat avec un Libanais qui vit en France, hein, mais un Libanais qui a des liens avec le Liban,
et qui, durant notre débat, faisait l'éloge d'Israël. C'est quand même fou. Il y a quand même des Libanais qui applaudissent Israël, qui les a bombardés, qui a massacré des Libanais, qui a occupé leur territoire. Il y a quand même... c'est une minorité, hein. Mais pour moi, enfin, je veux dire, c'est comme la vénézuélienne Machado qui appelle à bombarder son pays, ou comme Reza Pahlavi qui appelle à bombarder son propre pays. D'ailleurs, ils se sont pris en C'est photo tous les deux incroyable. ensemble. Ils se sont pris en photo récemment tous les deux ensemble. Alors, je me demandais s'il n'y Oui. avait pas une appli de rencontre pour traîtres qui venait de sortir. Voilà. Pour terminer cette émission sur une petite note humoristique. Voilà. Merci beaucoup, Youssef Indy, pour toutes les analyses, toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance. Est-ce que tu veux rajouter Merci peut-être à toi. un dernier mot pour clore cette émission? Ah bah, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, en tout cas sur ce sujet-là. Peut-être qu'on abordera dans quelques temps encore d'autres aspects. Non, là, je pense qu'on a tout dit. C'est Rien vrai ne que me vient à il l'esprit, non. y a toujours beaucoup de choses à dire, mais on a été très dense. On a réussi à faire tenir tout ça en 1 heure. Donc, merci beaucoup pour ta concision. Et c'est toujours un plaisir de t'interviewer. Donc, je te dis à très bientôt. Plaisir partagé, à très bientôt.